Bonjour, professeur Théophile Obenga. Bonjour, madame. Vous êtes l'invité spécial de la Fondation Afrique à venir qui vous a reçu ici comme un fils, fastement, rituellement. Comment réagissez-vous à cet accueil? Oui, effectivement, j'étais très impressionné parce que quand le prince Komba Ndoumbe III m'a invité ici à Douala, il m'a dit simplement, depuis Yaoundé d'ailleurs, vous venez simplement à Douala. J'ai dit oui, mais faire quoi? Il dit non, tu viens, tu vois, tu me vois, tu vois la famille. C'est tout ce qu'il m'avait dit. Arrivé ici, effectivement, il y a eu le faste du rituel, il y a eu tout l'accueil royal, etc. Je ne m'attendais pas à ça, donc j'étais très vivement impressionné et bien sûr très satisfait. Mais dans cet accueil, on voit aussi une mission qu'on vous donne ici et qui est une mission qui vous engage à poursuivre un combat que vous menez depuis de longues décennies, un combat pour toute l'Afrique. Est-ce que vous avez déjà reçu un accueil pareil sur le continent ailleurs? Oui, il y a toujours des rituels quand on va partout en Afrique, hein, mais ici, au Cameroun, je crois que vous avez gardé vos traditions de façon presque intacte. J'ai beaucoup d'amis, Bassai, Wondo, tout ça. Ils parlent toujours de leurs coutumes. Nous, ailleurs, c'est un peu plus superficiel. Ici, c'est toujours très profond parce que les traditions continuent. Et ce qui est bien d'ailleurs, je crois que c'est aussi une leçon pour nous de ne pas trop perdre nos traditions. C'est toujours impressionnant et je remercie encore une fois le prince et tous ceux qui sont mobilisés pour cet accueil si magnifique. Après 5 décennies de recherche et de développement de la pensée, notamment sur la linguistique historique, l'archéologie préhistorique, l'égyptologie, la philosophie, l'afrocentricité, entre autres, qu'est-ce qui reste pour vous après tout ce temps et à votre âge, que je ne le rappellerai pas, avec 83 ans à peu près, qu'est-ce qui reste pour vous le fait marquant? Bon, ce qui reste, c'est qu'aujourd'hui, il y a un éveil. Hein, on peut plus. C'était un peu isolé à l'époque. Hein, il s'était isolé. Cheikh Anta Diop, qui m'a appris ces choses, il était tout seul, pas de soutien. Quand je suis venu à lui, on était à peine deux. Il est parti, je suis resté presque tout seul. Mais depuis, il y a beaucoup de jeunes sur le continent, dans les diasporas, aux États-Unis en particulier, et qui s'intéressent, si vous voulez, à l'histoire, à la mémoire et aux traditions du continent, des peuples africains, ce qui n'était pas le cas pendant la colonisation. Donc si on veut bâtir notre Afrique, une nouvelle Afrique, je crois, il faut tenir compte de son identité, comme on dit, de sa personnalité. Et c'est ce travail qui concourt à revaloriser nos langues, et à savoir que nos langues ne sont pas des langues isolées, séparées. Au contraire, c'est des langues unies et qui descendent d'une seule langue mère depuis l'Égypte antique. Savoir aussi que nous ne sommes pas des peuples ahistoriques, c'est-à-dire en dehors de l'histoire. Nous sommes plutôt des peuples qui ont fait l'histoire, qui appartiennent à l'histoire, comme tous les autres peuples de la terre, malgré la colonisation. Et cela étant le passé, nous devons affronter ensemble le futur, notre destin commun. Parce que nous avons souffert en commun, il faut aussi sortir de la souffrance en commun et bâtir un avenir communautaire. Voilà pourquoi c'est le centre du combat en réalité. Bon, bien sûr, il y a toujours des provocations, des polémiques, des débats, etc. Mais l'essentiel, c'est que l'Afrique se refasse et apporte sa contribution à l'humanité comme tous les autres peuples, non plus en victime, mais en acteur d'histoire. Parlant d'histoire et de passé, je m'attendais à ce que vous me parliez de 1974 et du fameux colloque. C'est un tournant de l'histoire pour vous quand même. Ah oui, bien sûr, parce que le colloque a eu à peu près 30 ans, si je m'abuse, après Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop, en 1954. Bon, et on disait que Cheikh Anta Diop fabrique ça, il faut une confrontation avec la communauté scientifique internationale. Ce qui a eu lieu au colloque que vous rappelez si bien, le colloque du Caire, là où il y avait que Cheikh Anta Diop et moi je l'accompagnais, donc deux Noirs africains, et tout le reste des savants égyptologues étaient des Européens, des Canadiens, des Suédois, des Italiens, des Français, des Américains, des Canadiens, des Hongrois même. Donc le monde entier était là pour débattre de ce problème-là. Et le débat a eu lieu. Le débat a eu lieu disant que l'Égypte était un royaume africain, au nord-est du continent africain, dans la vallée du Nil, bâti par des Noirs,
africains comme nous, et dont la langue est parentée aux autres langues de l'Afrique noire, et puis qui a aidé aussi la Grèce à s'émanciper culturellement, philosophiquement et scientifiquement, et qui a contribué aussi à l'émancipation de l'humanité. Bon, on ne nous rattachait jamais à une grande civilisation puisqu'on était esclaves. Et il y a une falsification de l'histoire. Pour dominer, il faut falsifier, il faut mentir, il faut fabriquer, etc. Mais depuis la restauration de la conscience historique africaine, l'Afrique doit se sentir libre, pas pour juste se sentir libre, mais pour bâtir un futur africain, bâtir un avenir communautaire. Pourquoi? Parce que dans la logique, il y a l'histoire. La logique de l'histoire est parfois cruelle. Les choses ne changent pas, les hommes ne s'aiment pas, il y a des guerres partout, il y a des envies, il y a les instincts de domination qui ne sont pas encore totalement partis. Donc on risque encore, à cause de nos richesses naturelles, les sols et les sous-sols, on risque encore non seulement d'avoir les convoitises, mais même d'avoir encore des dominations. Voilà pourquoi vaut mieux se prévenir. On profite de nos richesses pour faire notre bonheur. Ce serait aussi le bonheur de l'humanité. Et faire tout pour éviter d'être encore colonisés. Parce qu'il y a des peuples qui ont disparu, qui sont aujourd'hui dans les réserves, comme le peuple amérindien, l'Amérique latine, aux États-Unis, pays démocratique, pays de la liberté, pays de ceci ou cela. Ils sont parqués aujourd'hui dans les réserves. Donc, pour prendre leur richesse, pour prendre leur pays. Donc, ça peut nous arriver. On a déjà subi 10 siècles d'esclavage, 10 siècles de colonisation, d'apartheid. Et l'histoire est toujours à sa logique. Si on ne fait pas attention, on peut encore risquer. Puisque vous avez les richesses, tout le monde viendra, l'Asie viendra, l'Europe orientale viendra, l'Europe occidentale, tout le monde viendra chercher vos matières. Au lieu de négocier avec vous, ils vont vous dominer, vous écraser, vous tuer pour prendre librement les matières premières. 40 ans après le Caire, et face au risque de domination justement et de réimpérialisme, est-ce que vous pouvez dire que l'Afrique est prête? L'Afrique que vous regardez aujourd'hui, la jeunesse africaine que vous regardez, les pays tels que vous les voyez aujourd'hui, est-ce qu'ils sont prêts à se battre pour justement ne pas tomber dans les réserves ou dans les rébus de l'histoire comme les autres peuples dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, si on fait les statistiques honnêtement, au moins 95% de la jeunesse à l'opinion majoritaire donc, du continent, ils sont pour l'État fédéral africain. C'est-à-dire créer une puissance politique africaine. C'est ça qui nous manque le plus. Parce qu'on peut avoir une puissance économique, on peut avoir le franc même, la monnaie, etc. Mais si on n'a pas de puissance politique, on ne se protège pas assez. Aujourd'hui, les États-Unis ont la puissance politique, la puissance économique, la puissance monétaire, culturelle et scientifique. Mais ils ont d'abord eu la puissance politique qui a créé toutes ces autres puissances. Nous, on nous dit de faire l'économie avec les moyennes et petites entreprises. Mais on ne peut pas se développer avec une moyenne entreprise, encore moins avec une petite entreprise. On se développe avec des grandes entreprises, avec la grande industrie. Bon, on nous dit qu'il faut faire le dialogue nord-sud, mais le sud est hyper développé. Le nord est hyper développé, le sud n'est rien. Comment on va dialoguer? Sur quelle base on va dialoguer? C'est le dialogue du pot de fer et du pot de terre. Et quand on voyage ensemble, quand on se cogne, c'est le pot de terre qui sera cassé, vous voyez bien. Donc tout ça, c'est ce qu'on nous raconte aujourd'hui. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international et Bruxelles, l'Union européenne à Bruxelles, tout ce qu'ils nous racontent, c'est pour perpétuer la domination du continent africain. La jeunesse n'en veut plus. Et je crois que c'est ça l'espoir. Nous voulons bâtir une puissance politique africaine pour résoudre ensemble nos problèmes monétaires, économiques, scientifiques, culturels, de sécurité même du continent africain. Pas de façon égoïste, mais de partager aussi ce que nous avons avec les autres peuples de l'humanité. Mais les Occidentaux ne veulent jamais, jamais entendre parler de l'humanité. L'humanité, c'est eux. La civilisation, c'est eux. La perfection, c'est eux. La beauté, c'est eux, tout est eux. Les autres ne valent rien du tout. C'est des chinoiseries, c'est le tiers-monde, c'est le pays sous-développé, c'est toujours le mépris. Alors que l'Occident n'a fait sa richesse, tout l'Occident n'a bâti sa richesse que sur le continent africain, en pillant systématiquement le continent africain. Ils n'ont rien, ils deviennent nucléaires, ils deviennent pays qui vendent le diamant, les capitales du diamant Anvers, Arriva et le nucléaire du monde, mais ils n'ont pas d'uranium, parce qu'ils pillent ça en Afrique, etc. Et on a trop souffert de ça. Il faut qu'on se saisisse et qu'on fasse, chacun défend ses intérêts.
Les Occidentaux défendent leurs intérêts. Les Chinois défendent leurs intérêts. Les Américains disent American First. Ils défendent leurs intérêts. Ils vous appellent les pays de la merde. Donc ils ne défendent pas vos intérêts. Sarkozy dit que vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. Donc il ne défend pas les intérêts des peuples qui ne sont pas rentrés dans l'histoire. C'est des peuples en dehors de l'humanité. C'est des peuples sauvages. Ce qu'il le dit, c'est le président de la République française et qui connaît bien la francophonie, qui participe bien à la France-Afrique. Voilà, il vous rend ça par l'injure. Alors on ne va pas continuer comme ça quand même. Nous sommes des hommes comme des êtres humains. On doit se respecter soi-même. Et que même si les autres ne vous respectent pas, on doit se respecter soi-même et faire le bonheur du continent africain. Aussi, on a trop souffert. Il faut arrêter la souffrance. Professeur, si on parlait de la revue Ancre que vous avez lancée, vous étiez à l'initiative de ce projet qui se veut un trait d'union vivant entre les générations actuelles africaines. Est-ce que vous avez atteint votre objectif? Est-ce qu'elle se diffuse toujours? Qu'est-ce que vous auriez à dire à propos? Ah oui, c'est très bien. La revue Ancre a été créée effectivement pour donner un espace d'écriture, d'expression à la jeunesse africaine qui s'intéressait surtout à l'étude de l'Égypte antique et des civilisations africaines. Et depuis que ça a été créé, nous avons continuellement publié la revue grâce à l'effort soutenu du fils aîné de Cheikh Anta Diop, Cheikh Mbacké Diop. Il y a des collaborateurs de toute l'Afrique. Des collaborateurs du Cameroun, il y en a beaucoup, les Mbelek, les Fouguin, etc., les Doukaya. Il y a eu des collaborateurs aussi du Burkina Faso, du Sénégal, de la République démocratique du Congo-Brazzaville aussi, de partout. Donc les jeunes écrivent, s'expriment librement. Et je crois que c'est quand même un gain. Avant, ça n'existait pas sur des problèmes difficiles. Donc, ils connaissent l'Égypte antique, ils connaissent les anciennes civilisations africaines, les anciens royaumes. Ils veulent étudier critiquement. Le passé, l'histoire est critique. Donc, ce n'est pas béni oui. On fait la science, on fait la critique historique, on cherche à connaître notre histoire et c'est très légitime. Donc, les africanistes, c'est-à-dire les occidentaux, ils ont aussi le droit de connaître notre histoire. On ne peut pas empêcher l'histoire. Nous aussi, nous pouvons connaître l'histoire de la France, on ne nous empêche pas. Mais prioritairement, l'histoire de la France est faite par les Français. Les Français n'attendent pas que les Anglais écrivent l'histoire de France pour que les Français connaissent leur histoire. Les Français n'attendent pas que les Allemands écrivent l'histoire française pour que les Français connaissent l'histoire de France. Les Allemands n'attendent pas que les Italiens écrivent l'histoire de l'Allemagne pour que les Allemands apprennent l'histoire de l'Allemagne à travers les Italiens. Les Chinois n'attendent pas que tous les sinologues du monde écrivent sur Confucius pour qu'ils apprennent leurs ancêtres. Non, nous n'avons plus besoin d'africanistes. Les Occidentaux, s'ils veulent faire leur histoire, ils n'ont qu'à faire. Mais ça ne nous intéresse plus. La jeunesse africaine ne doit lire aucun livre écrit par un occidental. Ce n'est pas la peine de perdre son temps. Ils n'ont qu'à écrire, c'est pour eux. Ils n'ont qu'à faire leur cinéma, c'est pour eux. Nous lisons les œuvres écrites par les Africains eux-mêmes ou les Africaines. Nous attendons cette œuvre-là. Chacun écrit son histoire. Les Français n'attendent pas que les Africains écrivent l'histoire de la France pour qu'ils la connaissent. Pour que nous attendrons que les Français écrivent l'histoire du Congo, enfin, de l'Afrique, pour que non, c'est fini cette affaire-là. C'est l'esclavage, c'est du néocolonialisme. Ils n'ont qu'à écrire pour eux, pas pour nous. Nous, on ne lit plus aucun livre écrit par un occidental ne doit circuler en Afrique. Il faut terminer avec ces histoires-là. Et c'est justement pour ça que vous êtes venu, il me semble, à Afrique à venir, à la Fondation Afrique à venir, pour vous entretenir avec votre frère, le professeur Koumandoumbé III, pour parler d'aujourd'hui et du continent africain. Quel est votre regard sur l'aujourd'hui et le demain du continent? Ce sera notre dernière question. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons avec vous, par exemple. Les journalistes, c'est un pouvoir. Ils doivent expliquer, ils doivent informer, ils doivent dire les choses. C'est un pouvoir, le pouvoir médiatique. Bon, donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On explique nos problèmes, ce que nous croyons meilleur pour nous, on peut le dire, ça nous intéresse. On explique aux plus jeunes, on réforme ce qu'il faut réformer, les enseignements, on prend en considération ce qu'il faut prendre en considération pour préparer demain, parce que demain ne se prépare pas brutalement comme ça. Si on parle de l'émergence, mais il faut préparer ça dès maintenant. Et donc l'enseignement, l'éducation, l'économie,
la puissance politique, etc. Il faut préparer ces choses-là et pour qu'on vive mieux, pour qu'on vive quand même dans la liberté, pour qu'on vive dans l'expression, pour qu'on aime mieux l'humanité. Je dois vous dire aussi, si nous ne le faisons pas, si l'Afrique ne se fait pas, vous allez perpétuer la tristesse dans l'humanité entière. Hein? Si l'Afrique ne se développe pas, le résultat c'est que l'humanité sera très triste plus que jamais. Parce qu'on ne dansera jamais. La jeunesse du monde ne va pas danser la musique japonaise, il n'y en a pas. La jeunesse du monde ne va pas danser la musique chinoise, il n'y en a pas. La jeunesse du monde ne va pas danser la musique russe, il n'y en a même pas. La jeunesse du monde ne va pas danser l'Occident. L'Occident, il n'y a pas de musique. La musique qu'on danse aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est la musique des Noirs, que ce soit noir américain ou noir Bob Marley, ou etc. Donc vous apportez la joie et la beauté et le bien-vivre et le sentiment d'exister. Il n'y a que l'Afrique qui peut le porter. Ça, si vous avez un continent illuminé de soleil, avec des grands fleuves, avec des grandes richesses, ce n'est pas le hasard. C'est pour apporter une certaine joie, une certaine allégresse à l'humanité. Nous n'avons jamais fait la guerre à un peuple étranger. On n'a jamais bâti des armées pour aller combattre les Européens. Mais eux, ils ont des armées entières, hyper équipées pour combattre, non pas les Européens, pour les lancer sur les pauvres noirs, et les canons, etc. Donc je crois que ce jeu doit être terminé. On doit dire à l'humanité que nous sommes arrivés à l'âge mûr et nous savons ce que nous voulons, pas pour brutaliser l'humanité, mais pour que l'humanité soit une contrée d'hospitalité. Merci beaucoup, professeur.